Il y a des matins à Paris où la lumière arrive en retard, où le ciel, au-dessus du 19e arrondissement, reste gris et indécis jusqu'à presque 9 heures, comme s'il hésitait lui aussi à commencer la journée. C'était un de ces matins-là, un mardi d'octobre, qui sentait la pluie froide et le bitume mouillé, quand Camille Moreau poussa la porte vitrée de la clinique Santé Solidaire à 6h52, 8 minutes avant l'heure officielle d'ouverture, comme chaque matin depuis 9 ans. Elle posa son sac en tissu bordeaux sous le comptoir de la réception, retira son imperméable beige, encore humide des gouttes ramassées depuis la station de métro Jaurès, et l'accrocha au dos de la porte du vestiaire, avec le geste précis de quelqu'un qui répète le même mouvement depuis assez longtemps pour ne plus y penser. L'air dans la salle d'attente était froid et légèrement chargé d'antiseptique, cette odeur familière qui, au fil des années, avait cessé de la déranger pour devenir simplement l'odeur du début du jour. Elle alluma les lumières du couloir, vérifia que les chaises avaient bien été essuyées par l'agent de nettoyage de la veille, puis s'installa derrière le poste d'accueil et alluma l'ordinateur. L'écran mit quelques secondes à s'illuminer. Camille attendit sans s'impatienter, les deux mains à plat sur le bureau, regardant la fenêtre où la rue du Faubourg Saint-Martin commençait tout juste à s'animer. 32 patients inscrits pour la matinée. Elle le savait sans avoir regardé le planning. Elle le savait parce qu'elle connaissait le rythme de la clinique comme d'autres connaissent leur propre pouls. Le mardi, les patients arrivaient plus tôt que les autres jours. Beaucoup avaient attendu le week-end pour venir, et beaucoup arrivaient à jeun, stressés, avec des enfants dans les bras ou des papiers en désordre dans des sacs plastiques. Elle aurait besoin d'être en forme. Elle ouvrit le tiroir du bas et sortit la petite photo plastifiée que Lucas avait dessinée pour son poste de travail lors de la rentrée. Un bonhomme souriant avec une blouse blanche, entouré de ce qu'il avait appelé « les gens que maman aide ». Le bonhomme avait une tête ronde et des bras trop longs, et un grand sourire rouge. Elle le regarda une seconde, comme elle le faisait chaque matin avant de commencer. Puis elle décrocha le téléphone pour vérifier la messagerie de la veille. Lucas avait 7 ans. Il était né un 12 mars, un vendredi soir de printemps, dans le service maternité de l'hôpital Lariboisière, avec sa grand-mère Sylvie à la main droite de Camille et personne à sa gauche. Il avait les yeux de son père, cette nuance particulière de brun clair presque doré qui change selon la lumière, qui devient presque vert à midi et presque miel le soir. Camille avait mis 3 semaines à pouvoir regarder ses yeux sans ressentir cette douleur précise au sternum. Puis elle avait décidé que ses yeux étaient les siens désormais, que ce regard appartenait à Lucas, que rien de ce que cet enfant portait ne pouvait lui être reproché. Et elle n'y avait plus jamais pensé de la même façon. Leur appartement, 40 mètres carrés au 4e étage d'un immeuble de Saint-Denis, sans ascenseur, était petit mais ordonné avec une précision presque militaire qui était entièrement la marque de Camille. Elle avait appris à ne pas laisser traîner les choses parce que quand il n'y a pas de place, le désordre devient vite insupportable. La chambre de Lucas donnait sur la cour intérieure, ce qui était mieux pour le bruit. La chambre que Camille partageait avec sa mère était sur la rue. Sylvie Moreau se levait tôt, préparait le petit déjeuner de Lucas, l'habillait, le déposait à l'école primaire du quartier à 8h30 et allait chez Camille jusqu'à la sortie des classes. C'était leur organisation depuis les premières semaines qui avaient suivi la naissance. Un système rodé, efficace, construit sur la nécessité et tenu en place par quelque chose de plus solide que la nécessité, l'amour, la confiance et la fierté muette d'une mère qui n'avait jamais posé de questions, jamais formulé de reproches, même quand sa fille était rentrée seule de Paris-Dauphine avec une grossesse et pas d'explication. Sylvie savait seulement que le père n'était pas là, qu'il n'avait jamais voulu être là et que Camille avait fermé cette porte d'une façon définitive qui n'appelait pas à discussion. Elle avait respecté cela. Parfois, le soir, quand Lucas était couché et que les 2 femmes buvaient une tisane dans la petite cuisine, Sylvie regardait sa fille d'une façon qui voulait dire beaucoup de choses, mais elle ne les disait pas. Et Camille lui était reconnaissante de ce silence-là plus que de presque tout le reste. Le premier patient arriva à 7h10. Monsieur Okafor, 58 ans, suivi pour hypertension,
toujours ponctuel, toujours poli, avec son carnet de rendez-vous tenu à la main dans une pochette plastique transparente. Camille lui sourit, vérifia son dossier, lui indiqua la salle d'attente numéro 2. La journée commença comme toutes les journées. Dans le mouvement, dans la répétition utile, dans ce flux ininterrompu de visages et de prénoms et de situations qui demandaient toujours quelque chose de différent, mais toujours la même qualité fondamentale, l'attention. Elle ne pensa à rien d'autre jusqu'à 11h20. C'est à 11h20 que la porte vitrée s'ouvrit sur un groupe de 4 personnes qui n'avaient pas l'air d'être là pour un rendez-vous médical. 2 hommes en costume sombre, l'un portant une mallette fine en cuir, l'autre tenant un iPad, une femme d'environ 30 ans avec des cheveux tirés en chignon bas et un carnet à spirale ouvert sur l'avant-bras, et un 4e homme qui marchait légèrement en avant des autres, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de laisser les autres passer en premier. Camille leva les yeux de son écran. Le temps fit quelque chose d'étrange pendant les 2 secondes qui suivirent. Pas un ralentissement exactement, plutôt une compression, comme si ces 2 secondes contenaient soudainement 9 ans d'un coup, entassés les uns sur les autres d'une façon désordonnée et presque physique. Elle reconnut la façon dont il tenait les épaules, légèrement en arrière, avec cette posture qui avait toujours semblé vouloir occuper un peu plus d'espace que strictement nécessaire. Elle reconnut la ligne de la mâchoire, les sourcils légèrement froncés en expression de travail et non de mauvaise humeur, les mains dans les poches du manteau, comme quelqu'un qui est habitué à ce que les autres s'occupent des détails. Antoine Lefebvre avait 38 ans et il était exactement ce qu'elle avait toujours su qu'il deviendrait. Elle percevait que quelque chose montait dans sa gorge, pas des larmes, pas de la rage, quelque chose de plus précis que ça, quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Elle inspira lentement par le nez. Le téléphone sur le comptoir sonna une fois. Elle ne le décrocha pas. Antoine traversa l'espace d'accueil en regardant autour de lui avec l'expression évaluatrice de quelqu'un qui prend la mesure d'une acquisition. Il regarda les murs, le présentoir à brochures, le panneau d'affichage avec les horaires et les informations de prévention. Il regarda la salle d'attente, ses chaises en plastique orange alignées, les patients assis avec leurs numéros, les magazines empilés sur la table basse. Il sourit légèrement à l'un de ses directeurs et dit quelque chose à voix basse que Camille n'entendit pas. Puis il se tourna vers son assistante et dit, d'une voix parfaitement audible dans l'espace silencieux de la clinique, « Je veux que l'équipe d'accueil suive une formation. Nous devons élever le niveau. » L'assistante nota sans relever la tête. Antoine n'avait pas encore regardé Camille directement. Il était à 2 mètres d'elle. Elle était assise là depuis 9 ans. Il traversait ses propres locaux comme si elle était transparente. Camille posa les 2 mains à plat sur le bureau. Ses mains ne tremblaient pas. Elle en fut la première surprise. Non, pas surprise, parce qu'elle savait depuis longtemps que sa force venait précisément de là où elle avait été blessée, et que quelque chose en elle s'était endurci et affiné en même temps, ces 9 dernières années, comme l'acier qu'on travaille. Elle attendit qu'il fixe enfin les yeux dans sa direction. Ce fut quand il se tourna vers elle pour demander le dossier d'indicateurs que son regard croisa le sien pour la première fois. Il y eut une fraction de seconde où elle le vit faire ce que font les gens qui ne vous reconnaissent pas. Un demi-sourire automatique, professionnel, qui précède la demande. Et puis quelque chose dans ce sourire se figea. Un changement imperceptible pour quiconque ne l'aurait pas cherché. Mais Camille ne cherchait pas. Elle constatait, avec une tranquillité qu'elle ne s'était pas donné la peine de performer. Elle prit une inspiration régulière et dit, à voix claire et posée, assez fort pour que chacun dans la salle entende distinctement. « Bonjour Antoine, mon fils à tes yeux. » 4 secondes. Elle les compta mentalement sans le vouloir, parce que le silence qui tomba dans la clinique Santé Solidaire ce mardi matin d'octobre avait une texture particulière, dense, suspendue, presque électrique. L'un des 2 directeurs leva la tête de son iPad. L'autre dirigea imperceptiblement le regard vers Antoine, puis vers Camille, puis de nouveau vers Antoine, comme quelqu'un qui lit une scène dont il ne possède pas le contexte, mais comprend instinctivement la gravité. L'assistante cessa de taper. Derrière la porte entr'ouverte du couloir, Nadia, l'infirmière de garde, s'arrêta net et ouvrit légèrement la bouche.
Antoine était devenu blanc, pas progressivement. D'un coup, comme si le sang avait décidé en une seconde de ne plus lui être utile à la surface. Il ne dit rien. Sa bouche fit le début d'un mouvement, une syllabe avortée, un commencement de phrase qui ne trouva pas sa suite. Camille avait déjà décroché le téléphone qui venait de sonner pour la deuxième fois. « Clinique Santé Solidaire, bonjour. J'écoute. » Sa voix était parfaitement stable. Elle nota le nom du patient sur son bloc, vérifia l'agenda sur l'écran, proposa 2 créneaux. Elle fit son travail. Quand elle raccrocha, elle tendit le dossier d'indicateur à Antoine, sans le regarder cette fois, d'un geste précis et neutre, comme elle tendait des dossiers depuis 9 ans. Il le prit. Ses doigts n'effleurèrent pas les siens. La réunion suivante eut lieu dans la petite salle de consultation inoccupée que la directrice de la clinique, Madame Fatou Diallo, avait mise à disposition pour l'occasion. Camille entendit les voix derrière la cloison pendant 1h15. Antoine, ses 2 directeurs, des chiffres, des projections, des mots comme optimisation et protocole d'intégration. Sa voix, à lui, était moins ferme que d'habitude. Elle le savait parce qu'elle l'avait connu à 29 ans dans un amphithéâtre de Dauphine, quand il prenait la parole en TD avec cette assurance légèrement excessive de quelqu'un qui sait que son nom ouvre des portes. Aujourd'hui, il errait dans ses propres données. Elle l'entendait reprendre une statistique, se corriger, reprendre encore. Elle ne ressentait pas de satisfaction. Ce n'était pas de la satisfaction, ce qu'elle portait. C'était autre chose, quelque chose de plus silencieux, de plus profond, de plus difficile à nommer. Peut-être simplement la conscience d'avoir fait quelque chose qu'elle avait attendu 9 ans sans le savoir elle-même, et qui s'était produit de façon aussi inattendue que naturelle. À 13h05, Antoine sortit de la salle de réunion et demanda à Nadia s'il pouvait parler à Camille quelques minutes, à l'écart. Nadia vint transmettre le message avec une prudence silencieuse, que Camille lui fut reconnaissante de ne pas accompagner de commentaires. Elle dit oui, 5 minutes, et indiqua le couloir du fond, près du local de stockage, là où le bruit de la salle d'attente n'arrivait plus. Il arriva le premier. Elle prit le temps de finir ce qu'elle tapait, d'avaler une gorgée d'eau froide, et le rejoignit avec son stylo encore en main. Antoine avait enlevé son manteau. Sous la lumière du couloir, il paraissait plus fatigué que ce qu'elle aurait attendu de quelqu'un qui dirige 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait quelque chose dans les épaules, non plus cette posture conquérante d'en haut, quelque chose de légèrement affaissé. Il ouvrit la bouche. Elle parla en premier. « Je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit. J'ai très bien élevé mon fils sans toi. Je pensais seulement que tu avais le droit de savoir qu'il existe. Ce que tu fais de cette information, c'est ton problème. » Elle dit cela sans élever la voix, sans tremblement, sans le défi visible de quelqu'un qui cherche une réaction. Elle dit cela comme quelqu'un qui pose une chose vraie sur une table et n'attend pas qu'on la ramasse. Antoine regardait un point légèrement au-dessous de son regard, les mâchoires serrées. Quand il releva les yeux, il y avait quelque chose dedans qu'elle n'avait pas vu chez lui à 29 ans, quelque chose qui ressemblait à de la honte, pas à de la performance de honte, mais à la honte réelle, qui prend la gorge et ne laisse pas de discours élégants passer. Il dit « Camille », juste son prénom. Elle secoua légèrement la tête. « C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. » Elle récupéra sa veste sur la patère, dit au revoir à Nadia, à la stagiaire, à Madame Diallo qui lui lança un regard long et silencieux depuis la porte de son bureau et sortit dans la rue à 13h20. Le ciel avait arrêté de pleuvoir. L'air sentait les feuilles mouillées et les ordures du marché voisin. Elle marcha jusqu'à la station de métro, descendit sur le quai et attendit la rame les yeux ouverts dans le vide devant elle. Ce n'est que dans le wagon, assise entre une femme avec un landau et un lycéen avec des écouteurs, que ses mains se mirent à trembler légèrement. Juste les mains, juste une minute. Elle les posa à plat sur ses cuisses, regarda par la fenêtre noire du tunnel et attendit que ça passe. Ça passa avant Gare du Nord. Les semaines qui suivirent furent, pour Antoine Lefebvre, d'une nature qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Depuis peut-être l'époque où il était encore capable d'être déstabilisé par quelque chose qui n'était pas un chiffre, un marché, une acquisition ratée. Il rentra ce soir-là dans son appartement du 8e arrondissement,
140 mètres carrés sur cour, parquet en chêne clair, vue sur les toits haussmanniens, et posa son manteau sur le fauteuil de l'entrée sans l'accrocher, ce qu'il ne faisait jamais. Il alla dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, le referma sans avoir rien pris. Il s'assit sur le canapé dans le noir pendant plusieurs minutes, avant de penser à allumer une lampe. Il avait un fils, 7 ans. Il avait un fils depuis 7 ans, et il ne le savait pas. Non, c'était faux. C'était la version commode de la vérité, la version qu'on se raconte pour que la honte reste gérable. Il ne le savait pas parce qu'il avait fait en sorte de ne pas le savoir. Il avait bloqué un numéro. Il avait glissé une enveloppe sous une porte et tourné les talons. Il avait quitté Paris-Dauphine en milieu de semestre, avec une explication vague à l'administration et aucune explication à personne d'autre. Il avait attendu 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Le silence de l'autre côté confirmait ce qu'il avait décidé d'interpréter comme un accord tacite. Une femme qui encaisse et qui continue. Une situation qui se règle d'elle-même. Maintenant, il comprenait ce que ce silence avait vraiment voulu dire. L'enveloppe lui était revenue par courrier recommandé, 3 semaines après l'envoi. Il l'avait trouvée dans sa boîte aux lettres de l'époque, dans son studio de Neuilly, et il l'avait regardée longtemps sans l'ouvrir. Puis, il l'avait ouverte. Les 7 000 € étaient là, intacts, avec un mot écrit à la main sur une feuille de bloc ordinaire. « Je n'ai besoin de rien de toi ». Pas de signature. Il avait remis l'enveloppe dans le tiroir du bureau. Il ne l'avait plus regardée. Avec le temps, il avait mis le tiroir en bail, puis l'appartement, puis des années par-dessus. Ce soir-là, assis dans son salon sans lumière, il comprit que Camille Moreau avait refusé son argent, élevé seul son fils, travaillé 9 ans dans une clinique du 19e à 1900 € par mois, et qu'elle n'avait pas passé ces 9 années à chercher comment lui faire payer. Elle l'avait regardé ce matin comme on regarde quelqu'un qu'on a depuis longtemps cessé d'attendre, et lui avait dit une vérité de 7 mots avec la même calme qu'elle mettait à décrocher un téléphone. Il ne dormit pas avant 4 heures du matin. La semaine suivante, il prit 2 décisions en parallèle. La première fut professionnelle, rapide, traitée en réunion avec son directeur juridique. Il s'assurerait que l'intégration de la santé solidaire dans le groupe Lefebvre Santé ne se traduise pas par des licenciements dans l'équipe d'accueil. Ce n'était pas une décision altruiste. Il se refusait à se raconter cette histoire-là. C'était une décision qui était la moins mauvaise parmi celles disponibles. La seconde décision fut plus lente à formuler, et il y réfléchit pendant 5 jours avant d'agir. Il contacta une agence de recherche privée, une structure discrète que son cabinet d'avocats lui avait déjà recommandée, pour des vérifications préalables à des acquisitions. Il donna le prénom de l'enfant, l'année de naissance, le quartier. Le rapport lui parvint par email sécurisé 8 jours plus tard. Lucas Moreau, 7 ans, élève de CP à l'école primaire Jules Ferry de Saint-Denis, domicilié avec sa mère et sa grand-mère maternelle. Bonne santé générale. Aucun signalement, aucune procédure. La photo jointe avait été prise à la sortie de l'école. Le détective avait ses méthodes. Antoine préféra ne pas demander lesquelles et montrait un enfant en manteau bleu marine, sac à dos rouge sur les épaules, qui souriait en se retournant vers quelqu'un hors cadre. Un sourire grand spontané, avec un incisif de lait qui manquait sur le côté gauche. Les yeux étaient les siens. Il n'avait pas eu besoin qu'on le lui confirme en voyant la photo. Il le sut immédiatement, dans cette façon dont la certitude arrive parfois sans raisonnement, directement dans le sternum. Cette nuance de brun clair un peu doré, presque verte selon la lumière. Sa mère lui disait depuis l'enfance qu'il avait les yeux de son grand-père paternel, Jean-Paul Lefebvre, mort en 1994. Ses yeux étaient là sur un enfant de 7 ans qui s'appelait Lucas et qui vivait dans un appartement de 40 mètres carrés à Saint-Denis et qui ne savait pas que son père dirigeait un groupe de cliniques privées et ne savait peut-être même pas que son père existait vraiment sous une forme autre que l'absence. Antoine posa le téléphone sur son bureau, pivota son fauteuil vers la fenêtre et regarda la Défense, les tours de verre et de métal qui scintillaient dans la lumière de novembre, toute cette architecture d'ambition et de rendement
qu'il avait appris à lire comme une langue maternelle, et il eut pour la première fois depuis très longtemps la sensation nette d'avoir fait quelque chose d'irréparable, pas d'illégal, pas de contraire aux usages. Quelque chose d'irréparable dans le sens le plus simple du mot. Quelque chose qu'on ne peut pas défaire, qu'on ne peut pas rembobiner, que l'argent ne rachète pas, et que le statut n'efface pas. Il avait manqué 7 ans, pas par ignorance, par choix. Il se présenta à la clinique Santé Solidaire un mercredi matin, sans rendez-vous préalable, sans équipe, sans sa veste de costume. Un pull gris col rond, un manteau ordinaire, des chaussures qui n'avaient rien d'ostentatoire. Nadia le reconnut à la porte et lui dit, avec une franchise qui ne lui laissa aucun doute, sur le fait que Camille lui avait parlé, ou en tout cas que la clinique entière savait très précisément qui il était. « Je vais voir si elle peut vous recevoir. » Pas « Je vous en prie, monsieur Lefebvre. » Juste ça. Camille le fit attendre 16 minutes. Il attendit assis sur une des chaises oranges de la salle d'attente, entre une femme âgée qui lisait un magazine de jardinage et un homme avec un bras en écharpe qui somnolait. Personne ne lui prêta attention. Il n'avait pas l'habitude d'attendre. Les salles d'attente, dans sa vie, étaient des espaces que les autres occupaient. Il regarda ses mains sur ses genoux et pensa qu'il méritait exactement ça. Cette chaise en plastique orange, cette attente, ce silence ordinaire. Camille arriva dans le couloir avec son badge de réception, le stylo encore en main, les cheveux tirés en arrière de la même façon que l'autre semaine. Elle s'arrêta à une distance qui n'invitait pas à s'approcher. « Tu as 5 minutes, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Il parla sans préambule, parce qu'il avait compris en 15 jours que les préambules n'avaient aucune valeur avec elle. Il lui dit qu'il avait fait confirmer que Lucas existait. Il ne lui cacha pas le détective, parce que lui cacher quoi que ce soit semblait désormais une erreur qu'il ne pouvait plus se permettre. Il lui dit qu'il avait vu la photo. Il lui dit, avec une difficulté dans la voix qu'il ne chercha pas à masquer, qu'il ne venait pas pour se justifier ni pour lui demander pardon, parce que le pardon était quelque chose qu'elle n'avait aucune raison de lui accorder et qu'il n'avait aucune légitimité à réclamer. Il venait parce qu'il voulait savoir si une participation était possible, sous quelque forme que ce soit, aux conditions qu'elle fixerait. Camille l'écouta, sans l'interrompre. Elle avait les bras croisés, mais pas dans une posture de défense, plutôt dans celle de quelqu'un qui attend de voir si ce qui est dit tient debout. Quand il eut fini, elle garda le silence quelques secondes, les yeux légèrement plissés, avec cet air de peser les choses réellement plutôt que de chercher une réplique. Puis elle dit « Tu n'entreras pas dans la vie de Lucas comme un héros repentant. Il a une routine, il a sa grand-mère, il a son école, il a de l'amour. Si tu veux participer, tu commences de zéro, vraiment de zéro. Tu demandes la permission à ma mère, tu te présentes sans le nom Lefebvre, tu viens le mardi au football avec 8 € pour le goûter comme n'importe quel père, ou tu ne viens pas du tout. » Il y avait dans sa voix une fermeté qui n'était pas de la dureté. C'était la voix de quelqu'un qui a appris à protéger ce qui compte en le nommant précisément, sans s'excuser de le nommer. Antoine percevait nettement la différence entre ça et l'autorité. L'autorité, il connaissait, il en exerçait une chaque jour. Ce que Camille portait dans la voix n'avait rien à voir avec le pouvoir sur les autres. C'était quelque chose de plus difficile à acquérir. « J'accepte », dit-il. Elle le regarda encore 2 secondes, comme si elle vérifiait que la réponse était réelle et pas simplement rapide. « Dans ce cas, tu appelles ma mère, pas moi. Elle s'appelle Sylvie Moreau. Je lui dirai de prendre ton appel. Mais c'est elle qui décide si tu mérites de franchir la prochaine étape. » Elle tourna les talons et retourna à son poste. Il resta une seconde dans le couloir, puis alla reprendre son manteau et sortit dans la rue de Novembre. Sylvie Moreau décrocha au 2e appel 2 jours plus tard, un vendredi après-midi. Sa voix était posée, pas froide, simplement sans concession inutile. Elle lui parla 20 minutes. Elle ne lui posa pas de questions sur le groupe Lefebvre, sur les cliniques, sur l'argent. Elle lui posa des questions sur ce qu'il aimait, enfant, sur ce que son père lui avait appris, sur s'il savait tenir une conversation avec quelqu'un qui n'avait rien à lui vendre, ni rien à lui demander.
Quand il raccrocha, il avait l'impression d'avoir passé un examen dont il ignorait au préalable tous les critères. Le mardi suivant, il prit la ligne 13 jusqu'à Saint-Denis. Université, changea à Montrouge, remonta à pied jusqu'au stade municipal, un terrain synthétique entouré de barrières métalliques, avec des vestiaires en préfabriqué beige et un panneau lumineux qui affichait les horaires d'entraînement en lettres oranges. Il portait un jean, des baskets, un coupe-vent. Il avait 8 € en poche pour le goûter. Il n'avait jamais de sa vie adulte pris le métro avec exactement 8 € en poche et aucun autre objectif que d'arriver à destination. Lucas était sur le terrain avec ses coéquipiers, une dizaine d'enfants entre 6 et 8 ans qui couraient en désordre joyeux derrière un ballon trop grand pour leurs pieds. L'entraîneur, un homme d'une quarantaine d'années en survêtement rouge, sifflait en agitant les bras. Antoine s'installa sur le bord du terrain, les mains dans les poches du coupe-vent, et regarda. Il ne chercha pas à identifier Lucas immédiatement, ou plutôt il le chercha, et il le trouva en quelques secondes, parce que quelque chose dans la façon de courir, dans l'inclinaison de la tête, dans l'énergie dépensée sans calcul, lui parla d'une façon qu'il ne pouvait pas tout à fait formuler. Un garçon en maillot vert, les cheveux noirs légèrement bouclés, qui criait « À moi, en tendant les bras et qui riait quand le ballon lui arrivait dessus au lieu d'arriver dans les mains. Antoine regarda cet enfant courir pendant 40 minutes, sans bouger du bord du terrain. À la fin de l'entraînement, il distribua les goûters, des petits pains au chocolat et des briques de jus d'orange achetées à la boulangerie à 2 rues de là, comme Sylvie lui avait indiqué. Lucas prit le sien en disant merci sans lever les yeux, déjà distrait par son ami Théo, qui voulait lui montrer quelque chose sur son poignet. Antoine dit « de rien » à un enfant qui était déjà parti. Il plia le sac en papier de la boulangerie et le mit dans sa poche. Ce n'était rien, c'était absolument tout. Les mardis devinrent une structure. Pas une habitude encore, une structure, quelque chose de plus fragile qu'une habitude, quelque chose qui tenait parce que chacun des 3 adultes concernés décidait chaque semaine de la laisser tenir. Antoine prenait la ligne 13 depuis Miromesnil, changeait à Montrouge, arrivait au terrain municipal avec les goûters dans un sac de la boulangerie de la rue Arago. Il s'installait sur le bord, il regardait, il distribuait les petits pains au chocolat à la fin. Il rentrait en métro. Lucas l'appela l'homme du foot, dès le 2e mardi. Ce n'était pas un surnom affectueux, c'était simplement fonctionnel, la façon dont les enfants de 7 ans cataloguent les adultes présents dans leur environnement selon ce qu'ils font plutôt que selon ce qu'ils sont. L'homme du foot distribuait les goûters, regardait le match depuis le bord et disait « bien joué » quand un enfant marquait, sans favoritisme apparent. Lucas l'accepta dans ce rôle, avec la désinvolture totale de quelqu'un pour qui la présence d'un inconnu bienveillant ne pose pas de questions particulières tant que le dit inconnu ne dérange pas le cours des choses importantes, c'est-à-dire le ballon, Théo, et la question de savoir si on aurait des chips ou du pain au chocolat ce soir-là. Antoine apprit à ne pas chercher plus que ça. Sylvie lui avait dit au téléphone avec une précision qui n'admettait pas de négociation. Les enfants sentent quand on les regarde comme s'ils devaient vous donner quelque chose. Lucas n'a rien à vous donner. Vous venez pour lui, pas pour vous. Il avait noté ça. Pas littéralement, mais dans cet endroit de la mémoire où on range les choses qu'on ne veut pas perdre parce qu'elles ont quelque chose d'essentiel et de difficile à retrouver si on les lâche. Il apprit donc à regarder sans attendre de retour. Il apprit à applaudir le but de Théo avec le même enthousiasme que le but de Lucas, parce que l'entraîneur Karim avait dit un jour, sans s'adresser à lui en particulier, que les parents, qui n'applaudissent que leur propre enfant, enseignent aux enfants une mauvaise leçon sur le monde. Antoine avait entendu cette phrase et avait regardé ses mains et pensé qu'il avait peut-être beaucoup de mauvaises leçons à désapprendre. Camille n'était jamais là le mardi. C'était Sylvie qui accompagnait Lucas au terrain, qui s'asseyait sur le banc à l'autre extrémité avec son sac en cuir marron et son thermos de café allongé, qui regardait son petit-fils courir avec cette fierté tranquille des grands-mères qui ont décidé une fois pour toutes que leur enfant est la meilleure chose qu'ait produite le monde et n'ont plus besoin de le démontrer à personne.
Elle et Antoine échangeaient quelques mots à la fin, sur l'entraînement, sur la météo, sur une fois le fait que le terrain synthétique était mal éclairé du côté nord. Des conversations de bord de terrain, sans profondeur apparente, mais Antoine commençait à comprendre que Sylvie Moreau n'avait pas de conversation sans profondeur. Elle choisissait simplement le niveau auquel elle vous laissait accéder selon ce qu'elle avait décidé que vous méritiez ce jour-là. Au bureau, il continuait à diriger le groupe Lefebvre Santé avec la même efficacité mécanique qui avait fait sa réputation dans le secteur. Les conseils d'administration, les réunions stratégiques, les négociations d'acquisition, tout cela se poursuivait dans sa forme habituelle, avec cette différence que quelque chose s'était légèrement décalé dans sa façon d'occuper ses espaces. Sa directrice financière, Isabelle Cheng, lui dit un matin avec sa franchise habituelle: « Tu es ailleurs depuis 3 semaines, pas d'une mauvaise façon, mais ailleurs. » Il lui dit que tout allait bien. Elle le regarda de la façon dont les gens intelligents vous regardent quand ils savent que ce que vous dites est vrai, sans être complet, et n'insista pas. Ce qui se passait, en réalité, était difficile à formuler même pour lui. C'était moins une transformation qu'un inventaire. Comme si quelque chose dans la rencontre avec Camille, dans ces 7 mots qu'elle avait posés sur le comptoir de la réception, avait ouvert un tiroir qu'il avait gardé fermé si longtemps qu'il avait presque oublié son existence. Et dans ce tiroir, il n'y avait pas que Lucas. Il y avait tout ce qu'il avait décidé de ne pas regarder pour continuer à fonctionner selon le modèle qui lui avait été transmis. Le modèle Lefebvre, efficace, rentable, autonome, dont la fragilité se protège derrière le mouvement permanent. Son père, Bernard Lefebvre, avait fondé le groupe en 1987 avec 2 cliniques en région parisienne et une conviction simple: la santé privée était un marché comme un autre, et les marchés se gagnaient avec de la discipline et de la croissance. Antoine avait appris à ses côtés depuis l'adolescence les bilans annuels expliqués à table, les visites de clinique le samedi matin, la fierté familiale liée aux chiffres de fréquentation. Il avait intégré Dauphine pour la forme. Son père y tenait pour des raisons de réseau, et il était entré dans le groupe à 26 ans comme directeur de développement, puis directeur général adjoint à 31. Puis PDG à 35 après le retrait progressif de Bernard pour raison de santé. Ce qu'il n'avait jamais dit à personne, pas à ses directeurs, pas à ses amis, pas aux rares femmes avec qui il avait entretenu des relations suffisamment longues pour mériter ce mot, c'est que le groupe Lefebvre Santé lui avait toujours semblé, au fond, appartenir davantage à son père qu'à lui, qu'il l'avait dirigé avec compétence, mais sans amour, que la croissance, les acquisitions, les projections à 5 ans, tout cela était réel, tout cela fonctionnait, et rien de tout cela ne l'avait jamais fait se lever le matin avec le sentiment que sa journée avait un sens autre que sa propre continuation. Il ne savait pas encore ce que ces mardis à Saint-Denis changeaient à tout ça, mais il percevait que quelque chose changeait. Le 4e mardi, il plut fort. L'entraînement fut annulé à mi-parcours. Les enfants coururent vers les vestiaires en riant et en criant, et Antoine se retrouva sous l'auvent du bâtiment préfabriqué avec Sylvie Moreau et son thermos, attendant que la pluie se calme. Lucas et Théo jouaient aux cartes sur un banc intérieur, leurs voix et leurs rires arrivant par intermittence. Sylvie versa du café dans le couvercle du thermos et le tendit à Antoine, sans lui demander s'il en voulait. Il le prit. Ils restèrent silencieux quelques minutes à regarder la pluie tomber sur le terrain synthétique, les flaques se former sur le béton, les lumières des immeubles environnants se refléter dans l'eau. Puis Sylvie dit, sans le regarder: « Il parle de vous maintenant, il dit, l'homme du foot, il m'a appris à lancer au-dessus de l'épaule. » Antoine garda les yeux sur la pluie. Je ne savais pas qu'il avait retenu ça. Les enfants retiennent tout, dit Sylvie. Surtout ce qu'on leur enseigne sans le faire exprès. Elle reprit son café. Dehors, une voiture passa lentement dans la rue, ses phares balayant le terrain trempé. Antoine pensa à ce que Sylvie venait de dire et à toutes ses implications. Il pensa à ce qu'un enfant retient d'un père qui n'est pas là, pas les raisons, pas les circonstances, juste l'absence dans sa forme la plus nette. Il pensa que Lucas avait 7 ans et qu'il ignorait pour l'instant qui était vraiment l'homme du foot, et qu'un jour, il le saurait,
et que ce jour-là, ce qui compterait ne serait pas l'explication, mais ce qui aurait été fait ou non fait dans l'intervalle. « Je veux m'assurer de ne pas partir une deuxième fois, » dit-il. Ce n'était pas une déclaration construite. Ça sortit simplement de cet endroit où les choses vraies vivent avant d'être filtrées. Sylvie le regarda pour la première fois depuis qu'ils étaient sous l'auvent. Elle avait des yeux de la même couleur que ceux de Camille, brun foncé, avec quelque chose de direct dedans qui ne jugeait pas, mais ne laissait rien passer non plus. « Ça ne se dit pas, dit-elle. Ça se fait. » Il hocha la tête. Lucas sortit des vestiaires en courant sous la pluie avec son sac sur la tête en guise d'abri, criant à Théo de l'attendre, et Sylvie se leva du banc avec un soupir affectueux et cria à son tour que c'était un manteau qu'on avait sur le dos, pas un sac à dos. Lucas rit et remit le sac sur les épaules en arrivant sous l'auvent, les cheveux trempés, les joues rouges de froid et d'effort. Il regarda Antoine, puis le thermos dans ses mains, puis de nouveau Antoine. « Vous avez bu le café de mamie ? Elle me l'a proposé, » dit Antoine. Lucas considéra cette information une seconde avec le sérieux philosophique des enfants de 7 ans, puis haussa les épaules. « C'est bon, son café, mais moi elle me donne du chocolat chaud. »« C'est parce que tu as 7 ans, » dit Sylvie en lui tendant son manteau. « Quand j'aurai 20 ans, j'aurai du café. On verra. » Lucas enfila son manteau en se débattant avec la fermeture éclair, et Antoine, sans réfléchir, s'accroupit et guida la fermeture éclair dans le bon sens. Lucas baissa les yeux vers ses mains, puis releva la tête. « Merci. De rien. » Ce fut tout. Lucas courut rejoindre Théo, qui attendait sous un parapluie trop petit pour deux. Mais quelque chose dans cet échange minuscule, l'accroupissement, les mains sur la fermeture éclair, le merci direct et simple d'un enfant, atterrit dans la poitrine d'Antoine avec un poids qu'il n'avait pas anticipé. Il se releva lentement. Sylvie avait ramassé son sac et regardait ailleurs avec ce tact particulier des gens qui savent quand ne pas regarder. Il rentra en métro sous la pluie. Dans le wagon du retour, debout près de la porte, il regarda son reflet dans la vitre noire du tunnel et pensa qu'il avait passé toute sa vie adulte à construire des choses grandes et que rien de ce qu'il avait construit n'avait jamais eu le poids de cette fermeture éclair. Camille, ces mêmes semaines-là, maintenait ses distances avec la précision d'une femme qui connaît exactement la différence entre ouvrir une porte et perdre le contrôle de ce qui entre. Elle savait par sa mère que les mardis se passaient bien. Il est ponctuel, il apporte les goûters, il ne se met pas en avant, avait dit Sylvie, ce qui dans sa bouche équivalait à un brevet de conduite raisonnable. Elle savait par Lucas que l'homme du foot lui avait appris à lancer au-dessus de l'épaule et qu'il n'avait pas de voiture, ou en tout cas il vient toujours à pied depuis la rue. Elle n'avait pas dit à Lucas qui était cet homme. Pas encore. Elle avait attendu que quelque chose en elle lui indique le bon moment, et ce quelque chose n'avait pas encore parlé. Ce qui parlait, en revanche, ce qu'elle ne pouvait pas tout à fait faire taire, même si elle ne le formulait pas encore clairement, c'était une forme d'attention involontaire, pas pour Antoine en tant qu'individu, pour ce qu'il faisait ou ne faisait pas, pour l'absence d'ostentation, pour le métro, pour les 8 €, pour le fait que Sylvie n'avait pas dit « il est bien », mais qu'elle n'avait pas dit autre chose non plus, ce qui, dans le langage de sa mère, valait presque la même chose. Camille percevait cette attention comme quelque chose d'inconfortable, de légitime et de prématuré à la fois. Elle l'arrangeait soigneusement dans la catégorie des choses à examiner plus tard, puis faisait une lessive, ou vérifiait le cahier de devoirs de Lucas, ou appelait sa collègue Nadia pour parler des réorganisations que le groupe Lefebvre Santé commençait à introduire dans les protocoles de la clinique, des changements qui, à sa surprise et à celle de toute l'équipe, n'avaient pas encore touché aux horaires ni au poste de l'équipe d'accueil. Par ailleurs, quelque chose dans les semaines qui suivaient l'acquisition changeait doucement le quotidien de la santé solidaire. Une nouvelle machine d'analyse sanguine avait été installée sans bruit dans le laboratoire. Le système informatique de prise de rendez-vous avait été mis à jour. Et pour une fois, la mise à jour avait effectivement simplifié quelque chose. Camille n'établissait pas de lien direct, mais elle notait. Novembre avançait.
Les arbres du boulevard de la Villette perdèrent leurs feuilles dans le vent froid du soir, et Camille marchait chaque matin depuis la station Jaurès en relevant le col de son imperméable, les yeux mi-clos contre le vent, pensant à la liste des patients du jour, à la réunion de l'école de Lucas jeudi, à si sa mère avait pensé à renouveler son ordonnance. La vie continuait dans sa forme connue, dense et comptée, et traversée d'amour sans décoration. Ce qui continuait aussi, sans qu'elle l'ait décidé, c'était quelque chose qui ressemblait pas encore à la confiance, c'était beaucoup trop tôt pour ce mot, mais peut-être à la possibilité de la confiance. Une possibilité petite, prudente, qui se tenait à l'écart et attendait d'avoir davantage de raison. Elle lui en donnerait ou non. Elle verrait. La première vraie conversation entre Camille et Antoine eut lieu un mardi soir de novembre, dans le RER B, sur la ligne qui remontait vers Saint-Denis, depuis la gare du Nord. Ce n'était pas prévu, rien de ce qui comptait vraiment. Camille l'avait appris depuis longtemps, n'était jamais vraiment prévu. Elle avait dû terminer tard à la clinique ce soir-là, un patient qui avait attendu 3 heures et qui était finalement arrivé au guichet à 18h40 avec une tension à 19 et des douleurs thoraciques, et elle avait géré l'orientation vers les urgences de la Riboisière, avec le calme appris de quelqu'un qui a vu assez de situations critiques pour ne plus confondre l'urgence avec la panique. Quand elle était arrivée au terrain municipal, l'entraînement était déjà terminé depuis 20 minutes. Sa mère était là, Lucas était là, et Antoine était encore là aussi. Il n'était pas parti. Il attendait avec Sylvie sous les lumières du terrain, en écoutant Lucas lui expliquer avec une précision technique impressionnante pourquoi le tir en pivot était supérieur au tir en appui dans les petits espaces. Sylvie avait regardé Camille arriver, avait lu sur son visage le type de journée que ça avait été, et avait dit simplement « Je prends Lucas, tu rentres ». Ce n'était pas une question. Camille avait voulu protester, sa protestation habituelle, réflexe, qui venait de cet endroit en elle, qui avait décidé un jour de ne jamais être un poids pour personne. Mais sa mère avait déjà pris le sac de Lucas d'une main et la main de Lucas de l'autre, et Lucas avait dit au revoir à tout le monde avec l'indifférence heureuse des enfants qui n'ont pas encore appris à compliquer les départs. Camille se retrouva sur le trottoir devant le terrain avec Antoine, sans avoir organisé cette situation. Ils marchèrent jusqu'à la station de RER sans se concerter. C'était la même direction pour les deux. Il n'y avait pas de raison de prétendre le contraire. Dans l'escalier de la station, dans le couloir qui sentait le béton humide et les frites du fast-food voisin, dans la file devant les portiques, ils ne dirent presque rien. Camille valida son passe Navigo. Antoine chercha son titre de transport dans la poche de son coupe-vent avec une maladresse qui lui indiqua qu'il n'avait pas encore complètement intégré le fait de voyager en transport en commun comme activité ordinaire plutôt qu'exceptionnelle. Le quai était peu fréquenté à cette heure. Un groupe d'étudiants avec des sacs à dos, une femme avec un landau, un homme qui dormait déjà sur le banc de métal. Les néons du plafond projetaient une lumière blanche et sans nuance sur tout ça. Cette lumière particulière aux espaces souterrains qui efface les ombres et rend les visages légèrement plus honnêtes que d'habitude. Le RER arriva avec ce grondement caractéristique qui remonte depuis les rails, avant même que la rame soit visible. Ils montèrent dans le même wagon. Lucas s'était endormi entre eux deux. Non, Lucas n'était pas là. Elle le redit intérieurement pour corriger. Lucas était avec sa mère dans le train d'avant. Elle était seule avec Antoine dans ce wagon, et c'était la première fois depuis 9 ans qu'elle était seule avec Antoine dans un espace fermé sans avoir un comptoir ou un couloir de clinique entre eux deux. Elle choisit une place côté fenêtre. Il s'assit à côté d'elle, pas collé, la place du milieu entre eux, mais assez proche pour qu'une conversation normale soit possible. La rame repartit dans le tunnel. Dehors, le noir du souterrain défilait, ponctué par intervalles des lumières jaunes des infrastructures techniques. Pendant les premières minutes, ils se turent. Ce n'était pas un silence inconfortable, ou plutôt c'était un silence inconfortable, mais honnêtement inconfortable, sans la prétention que ce ne l'était pas, et il y avait quelque chose de moins épuisant dans cette honnêteté-là que dans le silence performatif des gens qui font semblant d'être à l'aise.
Ce fut Antoine qui parla en premier. Il dit, sans regarder vers elle, les yeux orientés vers la vitre noire où rien n'était visible, « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Camille laissa la phrase exister quelques secondes dans l'air du wagon. Elle n'en voulait pas dans ce sens-là, pas emballée dans cette forme d'admiration qui risquait de la transformer en symbole de quelque chose plutôt qu'en personne. Elle répondit d'une voix posée et sans rudesse, « Non, je suis seulement celle qui n'a pas eu le choix d'être lâche. » Il se tourna légèrement vers elle à ce moment-là. Elle garda les yeux sur la vitre. « Il y a une différence, » dit-il. « Laquelle ?» Il réfléchit avant de répondre. Elle le perçut, ce petit délai qui indique qu'on cherche vraiment plutôt qu'on produit une réplique préparée. Moi, j'avais le choix, et j'ai choisi d'une certaine façon. Toi, tu n'avais peut-être pas le choix sur la situation, mais tu as choisi comment y répondre. C'est différent. Camille garda le silence. Le train sortit du tunnel et plongea à l'air libre sur le viaduc, et la nuit de Paris s'étala soudainement des deux côtés. Les lumières de la ville, les immeubles illuminés, les rues qui filaient en bas comme des veines lumineuses. Elle regarda tout ça une seconde, ce panorama ordinaire et beau de la ville vu depuis le RER, ce spectacle que des millions de gens voient chaque soir sans s'arrêter dessus. « Tu as eu peur ?» dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était un constat posé sans venin. « Oui. » De quoi exactement ? Il ne répondit pas immédiatement. Le train ralentissait pour la station suivante. Les néons du quai passèrent dans le champ de vision. La rame s'arrêta. Des gens montèrent. La porte se referma. « D'être quelqu'un d'ordinaire, » dit-il enfin. « D'avoir une vie qui ne ressemble pas à ce que mon père avait bâti. Une grossesse non prévue à 29 ans, dans une chambre d'étudiant, avec une femme que j'aimais, mais que ma famille n'aurait pas. » Il s'arrêta. « C'est une explication. Ce n'est pas une excuse. » « Je sais, » dit Camille. Ces deux mots eurent l'effet d'une chose posée sur un plateau qu'on ne s'était pas attendu à trouver là. Il se tut, elle aussi. Pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que ce qui venait d'être dit avait besoin de place pour exister sans être immédiatement recouvert. Pas de pardon dans ce silence. Elle ne lui offrit pas ça, et il ne le chercha pas. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus rare peut-être que le pardon. La vérité dite de part et d'autre sans armure, dans un wagon de RER sous les lumières de banlieue, entre deux adultes qui avaient en commun un enfant de 7 ans qui apprenait le tir en pivot. Elle lui parla de la nuit de l'accouchement, pas pour lui infliger quelque chose, mais parce que la vérité était là et qu'il était temps qu'elle existe dans le même espace que lui. Elle lui dit que sa mère avait tenu sa main droite et que sa main gauche avait tenu le vide. Et qu'à un moment, la sage-femme lui avait demandé si le père était en route, et qu'elle avait dit non, et que la sage-femme n'avait pas posé d'autres questions, et que cette absence de questions supplémentaires avait été à la fois un soulagement et quelque chose de douloureux à recevoir. Elle lui dit qu'elle n'avait pas pleuré ce soir-là, qu'elle avait pleuré 3 semaines plus tard, seule dans la salle de bain à 2 heures du matin. Lucas, endormi dans son berceau de location dans la pièce d'à côté, pleurait vraiment, longuement, de cette façon qui vide et qui nettoie. Et qu'après ça, elle avait dormi 4 heures d'un coup pour la première fois depuis la naissance, et qu'au matin, elle avait regardé Lucas et décidé que c'était fait, que la page était tournée, que cet enfant méritait une mère entière, et non une mère à moitié absentée par le deuil de quelqu'un qui était encore vivant. Antoine écoutait. Il ne cherchait pas à interrompre, à s'expliquer, à replacer son propre point de vue. Il écoutait comme quelqu'un qui comprend que ce qu'on lui offre là n'est pas une attaque mais une vérité, et que la bonne réponse à une vérité est l'attention. Quand elle eut fini, il dit « Je suis désolé ». 2 mots, sans qualificatif, sans prolongement. Elle hocha légèrement la tête, pas en signe de pardon, en signe de réception. Elle avait entendu. C'était suffisant pour ce soir. Le train arriva à la station Saint-Denis, université. Ils descendirent sur le quai dans le froid piquant de novembre, et la conversation s'arrêta naturellement, comme les conversations du RER s'arrêtent, dans l'air libre et le bruit de la rue retrouvée. Antoine releva le col de son manteau. Camille noua son écharpe plus serrée. « Lucas va savoir qui tu es, » dit-elle. « Pas maintenant, mais bientôt. Il faudra qu'on trouve les mots ensemble. »« Oui, » dit-il.
Il va avoir des questions. Je sais. Certaines questions n'auront pas de bonnes réponses. Je sais ça aussi. Elle le regarda une seconde, dans la lumière jaune de la station. Il paraissait différent de l'homme qui était entré dans la clinique en costume un mardi d'octobre. Pas plus jeune, pas plus sympathique dans un sens performatif, mais plus réel. Comme si quelque chose d'artificiel avait été progressivement retiré, couche par couche, à force de métro et de goûter et de terrain de football sous la pluie. « Bonne nuit, Antoine. Bonne nuit, Camille. » Elle tourna à gauche au bout de la rue. Il resta une seconde sur le trottoir, puis prit la direction de la station de taxi et se ravisa et continua à pied dans la nuit froide, sans trop savoir où il allait, laissant la ville lui indiquer le chemin. Les semaines qui suivirent cette conversation changèrent quelque chose dans le registre de leurs échanges, pas dans leur fréquence, qui resta la même, ni dans leur forme, qui demeura prudente et économe, mais dans leur texture. Camille répondit à un message qu'Antoine lui envoya à propos d'une question administrative liée à l'intégration de la clinique dans le groupe. Une réponse professionnelle, précise, mais sans le glacial qui avait caractérisé leurs premiers échanges. Antoine prit l'habitude d'envoyer un message court le mardi soir. « Tout s'est bien passé. Lucas a marqué. » Ou « Terrain annulé. On a joué aux cartes dans les vestiaires. Il est redoutable aux batailles. » Des messages courts, factuels, avec parfois une note légère qui n'était pas de la séduction, mais simplement de la présence. Camille lisait ces messages dans la cuisine de Saint-Denis, après que Lucas était couché, avec son tisane, et le bruit discret de sa mère qui regardait la télévision dans la pièce d'à côté. Elle ne répondait pas toujours. Quand elle répondait, c'était en une phrase, mais elle répondait. Décembre arriva avec ses marchés de Noël sur les places de Paris et ses lumières accrochées aux façades des grands boulevards et son froid particulièrement net qui descend sur la ville comme quelque chose d'annoncé depuis longtemps. Lucas commença à parler à la maison de l'homme du foot avec plus de détails et plus de régularité. Pas avec insistance, pas avec le désir d'une réponse particulière, mais avec la façon dont les enfants parlent des personnes qui ont commencé à compter dans leur périmètre. L'homme du foot dit que si on suit des yeux le ballon avant de le frapper, on rate moins. L'homme du foot avait des gants aujourd'hui, mais il me les a prêtés parce que j'avais oublié les miens. L'homme du foot est drôle, mais pas de façon bruyante. Plutôt, il dit des choses drôles doucement. Sylvie écoutait ses mentions avec son attention habituelle et son commentaire habituel, c'est-à-dire aucun commentaire. Camille les écoutait et percevait quelque chose qu'elle n'avait pas tout à fait prévu. Non pas de la jalousie, non pas de la méfiance, mais une forme de soulagement discret et presque honteux, parce qu'elle n'avait jamais voulu que Lucas grandisse sans figure paternelle par principe ou par punition. Elle avait simplement voulu que cette figure, si elle existait, soit réelle et méritée. Et quelque chose dans les descriptions de Lucas, l'homme du foot qui prête ses gants, l'homme du foot qui dit des choses drôles doucement, lui indiquait que la réalité était peut-être en train de se construire. Pas de cette réalité avec des points d'exclamation et des déclarations solennelles. Une réalité ordinaire, construite de mardis et de goûters et de gants prêtés par une nuit froide, la seule sorte qui tienne. Un soir, alors qu'elle éteignait la lumière de la chambre de Lucas, après l'avoir entendu s'endormir, il dit, à moitié dans le sommeil déjà, « Maman, l'homme du foot, c'est quelqu'un d'important ?» Elle resta une seconde dans l'encadrement de la porte. La lumière du couloir éclairait le bas du lit, les chaussures de foot rangées contre le mur, le sac rouge posé sur la chaise. « Oui, dit-elle, c'est quelqu'un d'important. »« Mais c'est pour ça que tu m'as dit qu'il venait me voir ? C'est pour ça. » Un silence de quelques secondes, le souffle de Lucas ralentit. « D'accord, dit-il, et il s'endormit. » Camille ferma doucement la porte et resta une minute dans le couloir, les deux mains à plat sur le bois de la porte, comme elle les posait à plat sur le bureau de la réception chaque matin, dans ce geste qui n'était pas une prière, mais qui y ressemblait. Ce contact avec quelque chose de stable pour traverser ce qui ne l'est pas. Elle pensa qu'il lui faudrait lui dire bientôt. Pas ce soir. Ce soir, il dormait déjà.
Mais bientôt, avec les mots justes, avec la vérité taillée pour un enfant de 7 ans qui méritait de savoir d'où il venait sans en porter le poids. Elle pensa aussi, et ce fut une pensée qu'elle s'autorisa sans l'analyser davantage, qu'Antoine Lefèvre n'était peut-être pas irréparable, pas récupérable dans le sens romantique du terme. Elle n'était pas à ce chapitre-là. Elle n'y était peut-être jamais, elle verrait. Mais irréparable dans le sens humain du terme, non. Les gens qui prennent le métro avec 8 € pour des goûters de football ne sont pas irréparables. Elle alla se coucher. Dehors, Saint-Denis était froide et tranquille sous le ciel de décembre. Ce fut un jeudi de janvier que Lucas sut. Pas un mardi de football, pas un soir préparé avec des mots choisis à l'avance, un jeudi ordinaire, après l'école, dans la petite cuisine de Saint-Denis, où le radiateur faisait ce bruit intermittent de métal qui se dilate que Camille avait cessé de remarquer depuis des années. Lucas faisait ses devoirs sur la table pendant que Sylvie préparait des pâtes, et il avait demandé, sans lever les yeux de son cahier, d'une voix parfaitement neutre de quelqu'un qui pose une question dont il a déjà à moitié la réponse. L'homme du foot ? C'est mon papa. Sylvie avait posé la cuillère en bois sur le bord de la casserole sans faire de bruit. Camille, qui était dans l'encadrement de la porte avec son imperméable encore sur les épaules, avait senti quelque chose se stabiliser en elle. Pas se serrer, se stabiliser, comme quand on est debout sur quelque chose d'instable depuis longtemps et qu'on trouve enfin un appui solide. Elle était entrée dans la cuisine, avait raccroché son imperméable, s'était assise en face de son fils. Lucas avait levé les yeux de son cahier. Ses yeux brun clair, ces yeux-là, toujours, la regardaient avec une franchise tranquille, qui était l'une des choses les plus désarmantes que Camille avait jamais connues, et qu'elle aimait en lui d'une façon qui n'avait pas de bord. « Oui, dit-elle, c'est ton papa. » Lucas réfléchit. On entendait les pâtes bouillir doucement et le radiateur et, de loin, la télévision d'un voisin. Pourquoi il ne me le disait pas? Parce qu'il avait besoin d'apprendre à être là avant de te dire qui il est. C'est compliqué pour les papas? Pour certains papas, oui. Lucas baissa les yeux sur son cahier, fit un trait sous une ligne, releva la tête. Il va continuer à venir le mardi? Si tu veux qu'il vienne, je veux bien. Un temps. Il prête encore ses gants aussi? Je pense que oui. D'accord. Il reprit son stylo. C'est quoi le pluriel de vitrail? Vitraux, dit Sylvie depuis la cuisinière. Lucas écrivit vitraux dans son cahier avec la concentration sérieuse des enfants qui vérifient chaque lettre. Camille resta assise à le regarder écrire pendant quelques secondes, avec cette sensation particulière de tenir quelque chose de fragile et de résistant à la fois, quelque chose qui avait la consistance de la vraie vie, pas de la vie telle qu'on la raconte, mais telle qu'elle se passe réellement, dans les cuisines avec les radiateurs qui font du bruit, et les pâtes qui cuisent, et les pluriels irréguliers. Elle envoya un message à Antoine ce soir-là, après que Lucas fut couché. Un message court. Il sait, ça s'est bien passé, il a demandé si tu allais continuer à prêter tes gants. Elle hésita une seconde avant d'envoyer, puis envoya. La réponse arriva 3 minutes plus tard. Je vais acheter une deuxième paire. Elle sourit. Pas un grand sourire, un petit sourire, le genre qu'on n'analyse pas, qu'on laisse passer et qui laisse quelque chose de tiède derrière lui. Le mardi suivant, Antoine arriva au terrain avec une paire de gants d'enfant en laine rouge dans la poche de son manteau. Il ne fit pas de cérémonie. Il les sortit avant l'entraînement et les tendit à Lucas en disant que les siens étaient troués. Lucas les enfila immédiatement sans commentaire et courut sur le terrain. Antoine regarda cette scène depuis le bord avec les mains dans les poches, et Sylvie, à côté de lui, dit sans préambule. « Il vous appelait comment, votre père, quand vous étiez petit ?» Antoine la regarda, surpris par la question. « Papa, comme tout le monde. »« Pas comme tout le monde, » dit Sylvie. « Certains enfants disent père, d'autres disent dad, d'autres inventent quelque chose. Lucas va trouver son mot à lui. Laissez-le trouver. » Antoine hocha la tête. Ce mot vint 6 semaines plus tard, un mardi de février, après un entraînement où Lucas avait raté 3 tirs consécutifs et boudé contre la barrière avec la dignité froissée des enfants qui n'ont pas encore appris à perdre avec légèreté. Antoine était allé s'asseoir à côté de lui sur le banc de métal froid, sans rien dire, regardant le terrain vide.
Au bout de 2 minutes, Lucas avait dit « T'aurais raté toi aussi, probablement. Yoshi, t'étais nul au foot quand t'étais petit ?» Assez nul, oui. Lucas avait réfléchi à ça. « Tu t'es amélioré comment ?» J'ai arrêté d'y jouer. Lucas avait ri. Ce rire haut et bref des enfants que quelque chose surprend vraiment. Et avait dit « C'est pas une bonne méthode. » Puis il s'était levé du banc et avait dit « Allez, on rentre, j'ai faim. » Et en passant devant Antoine, il avait dit tout naturellement, sans signal particulier, comme si le mot avait toujours été là et attendait simplement le bon moment pour sortir. « T'as les tickets de métro, papa ?» Antoine avait eu besoin d'une seconde pour répondre. « Oui, j'ai les tickets. » Ils rentrèrent tous les trois, Sylvie, Lucas et Antoine, dans le RER du soir. Lucas entre les deux adultes, qui s'endormit avant la 2e station, avec la tête contre l'épaule d'Antoine. Sylvie regardait par la fenêtre. Antoine regardait le profil endormi de cet enfant contre son épaule, ce poids petit et chaud et absolument réel, et il ne dit rien parce qu'il n'y avait rien à dire qui aurait été à la hauteur de ce moment-là. Camille apprit l'histoire du papa par sa mère ce soir-là dans la cuisine, à voix basse pour ne pas réveiller Lucas. Sylvie la lui raconta avec son économie habituelle de mots, en versant l'eau chaude dans les 2 tasses, sans chercher à dramatiser ni à commenter. Camille écouta. Quand sa mère eut fini, elle resta silencieuse un moment, les 2 mains autour de sa tasse. Il a bien réagi. Il avait l'air d'un homme qui essaie de ne pas pleurer dans le métro. Camille ne répondit pas à ça. Elle but sa tisane. Dehors, le froid de février appuyait contre les fenêtres de l'appartement de Saint-Denis, et la ville faisait son bruit de fond habituel, klaxon lointain, voix dans la cage d'escalier, le chien du 2e qui aboyait une fois, puis se taisait. Tout était normal, tout était différent. Ce qui changea dans les semaines qui suivirent ne fut pas spectaculaire. C'était précisément là son mérite. Il n'y eut pas de déclaration. Pas de repas de réconciliation avec des bougies, pas de conversation solennelle où les adultes auraient reformulé en termes nobles ce qui s'était passé. Il y eut simplement une présence qui s'installa progressivement dans le périmètre de la famille Moreau, comme une chose qui avait décidé de rester et qui attendait qu'on s'habitue à elle. Antoine venait le mardi. Parfois, le samedi matin, quand Lucas avait un match amical, il avait demandé à Camille si c'était possible. Elle avait dit oui, une fois, pour voir, puis une 2e fois. Puis, ça devint le samedi aussi. Il ne forçait pas l'entrée dans l'appartement. Il n'y avait jamais mis les pieds, et Camille ne l'y avait pas invité, et il ne le demandait pas. Les échanges entre eux deux se faisaient sur le pas de porte, au bord du terrain, dans des messages courts. Mais ils se faisaient, et quelque chose dans leur tonalité avait changé depuis le RER de novembre. Quelque chose qui n'était plus tout à fait de la méfiance armée, mais qui n'était pas encore de la confiance assumée. Quelque chose dans cet espace intermédiaire qui a sa propre valeur et qu'on détruit si on le traverse trop vite. Ce fut en mars qu'Antoine lui parla du programme. Il lui envoya un email, pas un message, un email, avec une pièce jointe, ce qui était dans son cas une façon de signifier que c'était sérieux et structuré et non une idée lancée à la légère. La pièce jointe contenait une note de 6 pages intitulée « Programme Lucas, assistance sociale pour familles monoparentales, réseau Lefebvre Santé ». Elle l'ouvrit un soir après dîner, à son bureau, avec son café froid et le silence de l'appartement endormi autour d'elle. Elle lut les 6 pages 2 fois. Le programme était concret, chiffré, opérationnel. Une mutuelle santé complémentaire pour les enfants des employés mères solo du réseau Lefebvre Santé. 64 femmes identifiées dans les 13 cliniques, dont 18 à la santé solidaire. Une bourse scolaire annuelle de 1 200 € par enfant à charge. Un système d'horaire flexible permettant d'absorber les imprévus parentaux sans pénalité sur le salaire. Et un poste de coordinatrice du programme à temps plein, rémunéré 4 800 € bruts par mois, avec rattachement direct à la direction des ressources humaines du groupe. À la dernière page, une note manuscrite scannée. Son écriture, qu'elle reconnut sans l'avoir vue depuis 9 ans. Le nom du programme est à ta discrétion. J'ai une suggestion si tu veux l'entendre. Elle répondit le lendemain matin, depuis son poste de réception à la clinique, entre 2 appels. J'écoute ta suggestion. Il répondit dans la minute. Lucas.
Elle resta une seconde, les yeux sur l'écran, la main sur le téléphone qui n'avait pas encore sonné. Puis elle écrivit, avec une condition. Laquelle? Elle formula la réponse lentement, avec soin, parce que les mots qu'on choisit pour nommer les choses importantes ont une façon de rester. Pour rappeler que chaque enfant sur cette liste a un visage, un nom, et un parent qui travaille dur et mérite plus que ça. Pas pour moi, pas pour toi, pour eux. La réponse d'Antoine mit davantage de temps que d'habitude. 4 minutes. Elle avait déjà décroché un appel et raccroché quand la notification arriva. Accepté. Sans modification. Camille posa le téléphone, vérifia le dossier suivant, appela le patient numéro 17. La journée continua dans sa forme ordinaire et dense et nécessaire. Mais quelque chose, dans ce mardi de mars, avait la qualité particulière des jours où une chose décidée depuis longtemps trouve enfin sa forme définitive. Elle accepta le poste 2 semaines plus tard, après avoir relu le contrat 3 fois, fait relire le 4e article par une amie juriste et posé 5 questions précises à la DRH du groupe auxquelles on avait répondu avec une clarté qui ne laissait pas de flou exploitable. Elle signa un mercredi après-midi à son bureau de la santé solidaire avec son propre stylo en présence de Madame Diallo qui lui dit simplement en lui serrant la main « Tu vas leur manquer ici ». Camille répondit « Je serai dans le réseau. Ce n'est pas partir. » Ce n'était pas partir, c'était continuer autrement, depuis un endroit d'où elle pouvait faire plus, avec les mêmes mains et la même exigence et la même conviction que les 64 femmes identifiées dans la note d'Antoine méritaient exactement ce que le programme Lucas allait leur offrir. Elle prit son poste le 1er lundi d'avril. Son bureau était au siège du groupe à la Défense, une tour de verre qu'elle traversa pour la première fois avec son badge provisoire et son sac en tissu bordeaux, la même façon de marcher qu'elle avait dans le couloir de la santé solidaire, direct et sans hésitation, comme quelqu'un qui sait que sa place est là où son travail est utile. La vue depuis le 14e étage était vertigineuse. Paris dans toutes les directions, les toits, les tours, la courbe de la Seine. Elle s'installa à son bureau, ouvrit son ordinateur et commença par écrire un email aux 64 femmes du réseau pour se présenter. Elle écrivit « Je m'appelle Camille Moreau. J'ai travaillé 9 ans en réception de clinique à 1 900 € par mois avec un enfant à charge. Je connais votre quotidien parce que c'était le mien. Ce programme existe pour vous. Je suis là pour qu'il fonctionne vraiment. » Elle envoya l'email, prit une gorgée de café et commença sa journée. Le printemps arriva sur Paris avec cette façon qu'il a de rendre tout légèrement plus supportable sans rien changer de fondamental. Les arbres du boulevard périphérique qui verdissaient depuis les fenêtres du RER, la lumière qui durait un peu plus chaque soir, les gens dans les rues qui marchaient avec 1 centimètre de moins de tension dans les épaules. Lucas remarqua le printemps principalement parce que les entraînements de football se prolongeaient maintenant jusqu'à 19 h sans que la nuit tombe, et que ça lui semblait être une avancée considérable dans l'organisation générale de l'univers. Camille remarqua le printemps parce qu'elle rentrait du bureau à la Défense dans la lumière du soir, ce qui était nouveau. Pendant 9 ans, elle avait rentré dans le gris ou le noir selon la saison. La clinique ouvrant à 7 h et fermant à 19h30. Maintenant, elle sortait de la tour à 18 h précises, prenait le RER A jusqu'à Châtelet, changeait pour la ligne 13 et arrivait à Saint-Denis avec encore assez de jours pour voir la couleur exacte du ciel au-dessus des toits de son quartier. C'était un détail. C'était aussi, certains soirs, la chose la plus belle de la journée. Le programme Lucas avait été lancé officiellement début avril avec une note interne au réseau et, à la demande expresse de Camille, sans communication externe, sans communiqué de presse, sans angle de valorisation d'image pour le groupe Lefebvre Santé. Antoine avait accepté cette condition sans discussion. Il avait dit simplement « Tu gères la communication comme tu le juges ». Elle l'avait gérée en silence, en direct, en concret. Les premières mutuelles avaient été activées dans la 2e semaine. Les premières bourses scolaires virées à la fin du mois.
les ajustements d'horaires négociés clinique par clinique avec les responsables de site, dans des réunions où Camille arrivait avec les chiffres, les cas précis, les solutions déjà formulées, de façon à ce que personne n'ait d'excuses commodes pour ne pas avancer. Elle avait reçu en retour des emails qu'elle conservait dans un dossier séparé, pas par sentimentalisme, mais parce qu'il lui rappelait pourquoi elle faisait ce travail quand les réunions de coordination devenaient longues et les tableaux Excel ingrats. Une technicienne de laboratoire à Vincennes qui écrivait « Grâce aux horaires flexibles, j'ai pu aller chercher ma fille à l'école pour la première fois depuis 2 ans. » Une aide-soignante à Aubervilliers « Je ne savais pas que des programmes comme ça existaient pour nous. Merci de vous souvenir qu'on existe. » Une secrétaire médicale à Montreuil, en 3 mots seulement, ça change tout. Camille répondait à chaque email personnellement, pas avec des formules, avec une phrase vraie, spécifique à ce que la personne avait écrit. Ça lui prenait du temps. Elle le prenait. Antoine voyait ses réponses, non pas parce qu'il accédait à sa messagerie, mais parce que plusieurs responsables de site lui remontaient les retours du programme, et que dans ces retours revenait régulièrement la façon dont Camille répondait, prenait les appels, se déplaçait dans les cliniques pour les réunions plutôt que d'exiger que les gens viennent au siège. Il n'en dit rien directement. Mais lors d'un comité de direction de fin avril, quand un directeur régional suggéra d'élargir le programme à d'autres catégories de personnel pour maximiser l'impact RSE, Antoine dit « Ce programme a un périmètre précis et une coordinatrice qui sait pourquoi ce périmètre existe. On ne l'élargit pas sans son accord. » La suggestion ne fut pas reformulée. Camille l'apprit par sa DRH, qui le lui dit avec ce sourire particulier, des gens qui vous donnent une information, en sachant qu'elle compte. Elle ne dit rien à Antoine à ce sujet, mais elle le nota dans cet endroit intérieur où elle rangeait les preuves, pas les déclarations, les preuves. Les preuves s'accumulaient lentement, avec la régularité des choses qui ne cherchent pas à convaincre, mais qui sont simplement là, semaine après semaine, dans leur forme ordinaire et vérifiable. Antoine qui arrivait au terrain de Saint-Denis avec les mains dans les poches et les billets de métro. Antoine qui demandait à Lucas ce qu'il voulait pour son anniversaire en août et qui écoutait la réponse. Un ballon de foot avec le numéro 10 dessus et qui n'avait pas compliqué ça avec quelque chose de plus grand ou de plus cher. Antoine qui, lors d'un samedi de match amical sous la pluie froide d'avril, avait tenu le parapluie au-dessus de Sylvie sans qu'elle le lui demande pendant 40 minutes, en restant lui-même trempé. Sylvie n'avait pas commenté, mais le dimanche suivant, elle avait préparé une tarte aux pommes et en avait mis une part dans un sac en papier avec un mot « Pour Antoine ». Elle avait demandé à Camille de la lui faire parvenir. Camille avait transmis. C'était la première fois que sa mère faisait ce geste pour quelqu'un en dehors du cercle familial immédiat depuis des années. Elle ne fit pas de commentaires à ce sujet non plus, mais elle le perçut avec toute la précision qu'il méritait. Ce fut un soir de mai que les choses dirent leur nom, pas de façon dramatique, pas avec des mots préparés, mais de cette façon dont les vérités arrivent quand on a cessé de les forcer, naturellement, dans la banalité d'un moment ordinaire. Camille et Antoine attendaient Lucas qui finissait de se changer dans les vestiaires après l'entraînement. Ils étaient debout côte à côte, contre la barrière métallique du terrain, dans la lumière de fin de journée qui rendait tout un peu doré, un peu suspendu. Il n'y avait personne d'autre sur le bord du terrain. Quelque part derrière les vestiaires, des enfants criaient et riaient, avec cette énergie particulière de la fin de quelque chose de plaisant. Antoine dit sans préambule, les yeux sur le terrain vide. « Je ne sais pas ce qu'on est. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regarda aussi le terrain, le gazon synthétique légèrement brillant encore de la pluie de la veille, les buts vides, les lignes blanches. « On est les parents de Lucas, dit-elle. « Oui, et à part ça, elle réfléchit. Pas longtemps. La réponse était là, elle l'avait formulée intérieurement plusieurs fois sans se l'avouer, et maintenant, elle était simplement temps de la dire à voix haute. On est 2 personnes qui ont décidé d'être honnêtes l'une avec l'autre. C'est déjà beaucoup. Il se tourna légèrement vers elle. Elle continua à regarder le terrain. « Est-ce que c'est suffisant pour toi ?» dit-il. La question était posée sans pression, sans l'attente d'une réponse particulière.
Elle percevait ça, cette différence entre quelqu'un qui pose une question parce qu'il veut une réponse précise et quelqu'un qui pose une question parce qu'il veut savoir la vérité quelle qu'elle soit. Cette différence, elle avait appris à la sentir avec les années, dans la réception d'une clinique où on entend toutes les façons dont les gens posent des questions selon ce qu'ils espèrent ou ce qu'ils craignent. « Je ne sais pas encore », dit-elle. « Mais c'est la première fois depuis longtemps que je ne sais pas quelque chose sans que ça m'inquiète. » Antoine ne répondit pas à ça, mais quelque chose dans ses épaules changea légèrement. Ce relâchement minuscule de quelqu'un qui reçoit une vérité et la laisse entrer plutôt que de la traiter. Lucas sortit des vestiaires en courant avec son sac trop plein qui rebondissait dans son dos, les lacets d'une chaussure à moitié défaits, les joues encore rouges de l'effort. Il regarda ses deux parents côte à côte contre la barrière et dit, avec la désinvolture absolue de quelqu'un pour qui la scène était non seulement normale, mais légèrement moins intéressante que la question qui lui brûlait vraiment les lèvres. « On peut manger des crêpes ce soir ?» Sylvie, qui arrivait derrière lui depuis le banc, avec son sac et son thermos, dit « J'en ai préparé à la maison. » Avec le sucre et le citron ? Avec le sucre et le citron. Lucas fit un son d'approbation générale et prit la main de sa grand-mère d'un côté et, après une fraction de seconde de la décision naturelle des enfants qui n'analysent pas, mais qui choisissent, la main de son père de l'autre. Antoine ferma la main autour de celle de Lucas avec une douceur qui ressemblait à quelqu'un qui tient quelque chose qu'il ne veut plus jamais lâcher. Ils marchèrent tous les quatre jusqu'à la station. Camille et Sylvie légèrement en avant, Lucas et Antoine derrière, Lucas qui expliquait avec autorité que les crêpes au sucre citron étaient objectivement supérieures à toutes les autres variantes et qu'Antoine avait tort sur le Nutella, catégoriquement tort, et Antoine qui disait que c'était discutable, et Lucas qui disait que non, c'était pas discutable, et Sylvie qui dit depuis l'avant sans se retourner que les deux avaient tort, et que c'était la confiture de fraises qui primait, ce qui déclencha chez Lucas un cri d'indignation joyeuse qui fit sourire deux passants sur le trottoir. Dans le RER, Lucas s'endormit avant la deuxième station, comme toujours, avec cette capacité des enfants à s'éteindre d'un coup, complètement, dès que leur corps décide que c'est l'heure. Sa tête glissa doucement contre l'épaule d'Antoine. Sylvie lisait un magazine. Camille regardait par la fenêtre les lumières de la banlieue nord qui défilaient dans le soir de mai, plus longtemps allumées qu'en hiver, plus douces. Elle percevait à sa gauche la présence d'Antoine, pas son regard. Il regardait Lucas, mais sa présence dans l'espace, cette façon qu'ont les gens qu'on commence à connaître vraiment d'occuper l'air autour d'eux d'une façon reconnaissable, spécifique, qui n'appartient qu'à eux. 9 ans plus tôt, dans un autre wagon, dans une autre vie, elle avait appris ce que ça faisait quand cette présence disparaît. Pas de façon dramatique, de façon silencieuse, comme une lumière qu'on coupe. Et le noir qui suit n'est pas violent, mais il est total. Elle ne savait pas encore ce que les prochains mois construiraient entre eux deux. Elle ne savait pas si les parents de Lucas deviendraient un jour quelque chose d'autre, quelque chose avec un nom différent, ou si ce nom-là était déjà suffisant et complet. Elle ne se forçait pas à le décider ce soir, dans ce wagon, avec son fils endormi entre eux et sa mère qui tournait les pages de son magazine et la ville de mai qui défilait derrière la vitre. Ce qu'elle savait avec la clarté nette des choses qu'on n'a plus besoin de démontrer, c'est que quelque chose avait été réparé. Pas tout, pas parfaitement, mais réellement, dans la mesure où les choses réelles se réparent, graduellement, imparfaitement, par des mardis et des goûters et des gants de laine rouge et des parts de tarte aux pommes dans un sac en papier et un enfant qui choisit naturellement de prendre les deux mains disponibles. Et là, dans ce parc de Saint-Denis, où les enfants couraient encore sous les dernières lumières du soir de mai, sur ce terrain synthétique où un garçon de 7 ans avait appris que les erreurs des adultes n'effacent pas l'amour qui vient après, Camille comprit que la vraie richesse n'avait jamais été dans les chiffres sur un contrat, ni dans les mètres carrés d'un appartement, ni dans le nom qu'on porte. Ce n'était pas 4 800 € bruts par mois, ce n'était pas le 14e étage d'une tour de la Défense, ce n'était pas le silence victorieux d'avoir tenu debout seul pendant 9 ans,
même si tout cela était réel et mérité et sien. C'était ça, ce wagon, ce soir, cet enfant endormi avec ses lacets défaits et sa certitude absolue sur les crêpes au sucre citron. Cette mère à côté qui tournait les pages d'un magazine et qui avait tenu sa main droite une nuit de mars, 7 ans plus tôt, et ne lui avait jamais demandé d'explication. Et cet homme en face, dont les épaules avaient appris à ne plus vouloir occuper plus d'espace que nécessaire, qui prenait le métro avec des billets dans la poche et qui avait tort sur le Nutella. C'était de la présence, c'était du temps donné sans calcul. C'était la preuve que les gens peuvent choisir, même en retard, même imparfaitement, de devenir meilleurs que leur peur. Et parfois, 7 mots posés sur un comptoir de réception un matin d'octobre suffisent à remettre le monde à l'endroit.